Si vous étiez pris au piège dans une maison délabrée, sans moyen de vous échapper et qu'il ne vous restait que 2 heures à vivre, que feriez-vous? Ces criminels sans méfiance sont sur le point de devenir les prochaines victimes des jeux de la mort d'un homme fou. Et ils vont devoir faire tout ce qui est en leur pouvoir s'ils veulent s'en sortir vivants. Je vais donc vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le retour de Jigsaw dans Saw 2. Ce détective va apprendre à ses dépens ce qui se passe quand on essaie de cacher les erreurs de son passé. Après avoir perdu connaissance, Michael se réveille tout à coup et se retrouve enfermé dans une pièce miteuse entourée de lumière vive, d'une télévision et d'un miroir. En regardant son reflet, il se rend compte que son œil gauche semble salement amoché. Mais ce qui est encore plus horrifiant, c'est que sa tête est coincée à l'intérieur d'une sorte de masque d'acier rempli de pointes métalliques géantes. À ce moment-là, la télévision s'allume et Billy, la marionnette Jigsaw, apparaît à l'écran, disant à Michael qu'il veut jouer à un jeu vu que l'homme gagne sa vie en espionnant les autres. Jigsaw lui dit qu'il devra sacrifier la partie de son corps la plus importante pour lui s'il veut survivre. Le masque de la mort possède une minuterie, et s'il ne trouve pas la clé à temps, il se refermera et le tuera brutalement. Après avoir montré à Michael des images de lui sur une table d'opération pour prouver que la clé est bien cachée à l'intérieur de son corps, il lui donne un dernier indice en lui montrant des radios de la clé qui est visible derrière son globe oculaire, et en lui disant qu'elle est juste sous ses yeux. Terrifié, Michael s'élance vers une boîte à outils qui se trouve à l'autre bout de la pièce, et il arrache accidentellement une goupille du piège, ce qui active la minuterie. À l'intérieur, il trouve un scalpel de chirurgien et commence à se préparer à l'opération. Mais alors qu'il est à 2 doigts de le faire, il est finalement trop effrayé, jette la lame à travers la pièce et tombe à genoux en criant à l'aide. C'est à ce moment-là que la minuterie se termine. Le piège se referme et le tue. Ça fait une victime et il en reste 9. Ok, on parle ici d'une migraine foudroyante. C'est un scénario cauchemardesque, mais qu'est-ce que Michael aurait pu faire différemment s'il avait voulu survivre? La première chose à faire avec un des pièges de Jigsaw, c'est d'observer attentivement son environnement. En regardant autour de la pièce, nous pouvons voir que le fil qui active le piège est attaché à une petite poulie sur le mur à proximité. Bien qu'il soit en mauvaise posture, le danger n'est devenu immédiat que lorsqu'il s'est précipité sur la boîte à outils, parce qu'il a tiré sur le fil et déclenché le compte à rebours. Ça signifie que techniquement, tant qu'il n'avait pas tiré sur la goupille, il disposait d'environ 3 jours pour réfléchir à ce qu'il doit faire ensuite. Ou alors il aurait même pu rester assis en espérant que quelqu'un vienne l'aider avant qu'il ne commence à mourir de déshydratation. Maintenant, au lieu de s'éloigner du mur, ce que Michael aurait pu faire, c'est de se diriger vers lui et de voir s'il pouvait trouver un moyen de décrocher ou d'endommager la poulie sans jamais activer le piège. Il pouvait chercher dans la pièce des outils improvisés comme un tuyau mal fixé pour la casser ou un morceau de métal fin pour la décoller du mur, tant qu'il s'assurait de rester dans un rayon de sécurité qui ne déclencherait pas la minuterie. Il aurait également été intéressant d'essayer d'empêcher le masque de fonctionner comme Jigsaw l'avait prévu, soit en trouvant un moyen d'endommager les cadenas ou les lanières de cuir qu'il maintienne sur son corps. Ou alors en coinçant quelque chose dans le mécanisme pour l'empêcher de se refermer, comme un tuyau ou des morceaux de la chaise sur laquelle il était assis au début. Bien sûr, une fois le piège activé, vu qu'il lui reste si peu de temps et que la mort l'attend s'il échoue, la solution la plus sûre aurait été de relever le défi et de se crever l'œil pour récupérer la clé. Ce sera la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite, probablement. Mais quand l'autre option est de se faire écraser la tête dans un masque mortel, il faut être prêt à faire ce sacrifice pour s'en sortir vivant. S'il a la chance de survivre, il devra rapidement trouver quelque chose pour boucher le trou et arrêter l'hémorragie et se faire soigner au plus vite pour éviter que la plaie s'infecte. Mais il n'a presque aucune chance d'y arriver à temps. Avec seulement 1 minute au compteur, il avait moins de temps pour faire tout ça qu'il n'en faut pour se brosser les dents le matin. Donc même s'il avait eu l'estomac assez solide pour faire ce qu'il faut, les chances de survie étaient malheureusement extrêmement minces. Plus tard, l'inspecteur Eric Matthews va chercher son fils Daniel qui a des ennuis, parce qu'il a tenté de commettre un vol dans un magasin d'électronique. Eric l'avertit qu'ils vont porter plainte, et il commence à donner du fil à retordre à son fils pour avoir agi de la sorte. Contrarié, le garçon dit qu'il préférerait aller chez sa mère du coup. L'inspecteur lui crie alors de partir si c'est ce qu'il veut. Le lendemain, Eric reçoit un appel de son sergent qui lui demande de venir vérifier la scène de crime de la mort de Michael. Il y rencontre une autre enquêtrice, l'inspectrice Allison Carey, qui lui dit que la victime a été identifiée comme l'un des indices d'Eric, mais qu'ils ont besoin de lui pour confirmer son identité. Bien que le visage de l'homme soit complètement détruit, Eric est capable de l'identifier grâce au tatouage sur sa cheville, et il remarque une pièce de puzzle découpée dans son épaule, ce qui prouve qu'il devait s'agir d'une des victimes de Jigsaw. Allison lui demande s'il pense à quelqu'un qui pourrait être suspect, ajoutant que celui qui l'a tué doit être très intelligent au vu de la conception compliquée du piège. Incertain, il s'apprête à quitter la pièce quand elle attire son attention sur un dernier indice. Sur le plafond au-dessus d'eux, le tueur lui a laissé un message personnel. Regardez de plus près.
inspecteur Matthews. Cette nuit-là, Eric fait des cauchemars sur la scène de crime et il se souvient tout à coup d'avoir remarqué un détail important au niveau du masque. Le métal utilisé pour le fabriquer a été produit dans une usine industrielle voisine, Wilson Steel. Après avoir appelé le commissariat, Eric et Allison rejoignent rapidement une équipe du SWAT et prennent d'assaut le bâtiment. Les hommes armés se fraient un chemin à l'intérieur et finissent par arriver à un escalier entouré d'une cage métallique suspecte. Ils ouvrent les chaînes et commencent à monter prudemment à l'étage suivant. Quand tout à coup, l'officier en tête active un piège en marchant sur une plaque de pression, ce qui amène la marionnette à monter sur son petit vélo pour faire diversion. À ce moment-là, la porte derrière eux se referme et quand l'agent avance, il place encore plus de poids sur l'escalier. La marche suivante se dirige alors vers lui et lui brise les jambes, l'envoyant s'écraser contre les deux hommes derrière lui qui tombent en arrière à leur tour et tous se font électrocuter par le courant qui passe dans la cage. Après avoir mis les hommes à l'abri, le reste de l'équipe entre en trombe dans l'atelier de Jigsaw. Au fond de la pièce, ils trouvent un vieil homme à l'air malade assis dans un fauteuil roulant. Il s'agit de John Kramer, le tueur Jigsaw lui-même. Les policiers menottent l'homme et l'arrêtent sans incident. Mais alors qu'Eric est sur le point de partir, John lui dit qu'il ne devrait pas partir avant d'avoir examiné une cage de l'autre côté de la pièce. Eric fouille à l'intérieur, soulève un morceau de tissu et découvre un ensemble d'écrans qui montre un groupe d'otages. Il réalise tout à coup que l'un d'entre eux est son fils Daniel. Eric se précipite à nouveau vers John, exigeant de savoir ce qu'il fait avec son fils. C'est alors que John révèle que le garçon n'a plus que 2 heures à vivre, avant qu'un gaz toxique ne se répande dans la maison et ne le tue lentement. Eric veut savoir où il se trouve, mais John lui répond de façon énigmatique qu'il est dans un endroit sûr, safe en anglais. Furieux, Eric retourne vers les écrans et emprunte le téléphone d'Allison pour appeler son fils, mais il entend Jigsaw sur la boîte vocale du garçon. Un autre officier remarque un compte à rebours numérique qui compte les minutes qu'il reste à vivre aux victimes. Et il appelle le démineur, pendant qu'Eric regarde Daniel à travers l'écran, essayant de trouver un moyen de le sauver. Ok, on dirait que ça vient de devenir une affaire personnelle pour l'inspecteur Matthews. Il n'a que 2 heures pour sauver la vie de son fils. Mais il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve vraiment. Alors par où commencer ? Une chose que nous savons à propos de Jigsaw, c'est qu'il aime qu'une partie de ses allusions soit prise au pied de la lettre. Par exemple, quand il a dit à Michael que la clé était juste sous ses yeux. Les détectives ont la vidéo du jeu de la mort de Michael. Donc, s'ils sont attentifs, ils devraient être au courant de cette astuce. Parce qu'il a dit que Daniel était dans un endroit sûr. Je commencerai par fouiller tout endroit proche qui pourrait avoir un coffre-fort pour voir si je peux trouver le gamin ou des indices sur sa localisation. Ça pourrait être un endroit comme une banque ou même un endroit qu'Eric a connu comme étant utilisé par les criminels comme un refuge dans le cadre de son travail de policier. Quand ils sont entrés pour la première fois, un coffre-fort se trouvait juste à côté de Jigsaw. Ça peut sembler évident, mais si c'était moi et que j'avais été à sa place, c'est le premier endroit que j'aurais vérifié à l'énoncé de cet indice. Ils ont aussi les images de caméras de sécurité dans la maison qu'ils doivent utiliser, mais ils devraient d'abord s'assurer qu'elles sont bien en direct avant de les prendre trop au sérieux. Je commencerai par suivre les câbles pour voir à quoi sont branchés les écrans et je vérifierai s'il y a quoi que ce soit de suspect dans l'installation. Parce que la pire chose à faire à ce moment-là serait de perdre accidentellement du temps à se concentrer sur une distraction. Enfin, j'aimerais vérifier dans le bureau de Jigsaw s'il n'y a pas d'autres indices qui pourraient m'aider. N'oubliez pas, tout ça n'est qu'un jeu pour lui, et Jigsaw est bien trop méticuleux pour faire une banale erreur, comme laisser l'emplacement de sa cachette sur le masque de la mort. La seule raison pour laquelle Eric a su où le trouver est que Jigsaw le voulait bien. Il y a donc de fortes chances qu'il y ait d'autres indices cachés dans le bâtiment qui pourraient le mener à son fils. À ce stade, la meilleure et la seule vraie option d'Eric, c'est de continuer à jouer le jeu et de faire très attention à chaque détail que l'homme énoncera. Au même moment, dans la maison délabrée, les captifs commencent à reprendre conscience et à essayer de comprendre ce qui se passe. Ils découvrent rapidement que la pièce est fermée par une énorme porte métallique et que quelqu'un semble les observer grâce à un système de caméra en circuit fermé. Horrifiés, ils réalisent qu'ils ont tous été kidnappés et amenés ici pour une raison inconnue, et que leur seule option est de trouver un moyen de s'échapper. Appuyant sa tête contre la porte, cette femme Addison dit aux autres qu'elle entend un étrange tic-tac. À ce moment-là, une autre otage, Amanda, se réveille enfin et elle commence immédiatement à paniquer plus que les autres. Alors qu'Amanda démolit la pièce, elle finit par trouver quelques briques non scellées le long d'un des murs et elle les retire jusqu'à ce qu'elle trouve un lecteur de cassette. Un type, Jonas, vient lui demander ce que c'est et elle lui explique que tout ce qu'ils ont besoin de savoir se trouve sur la cassette. Après avoir appuyé sur play, tout le monde se rassemble et écoute Jigsaw exposer les détails du piège. Dans 3 heures, la porte de la maison s'ouvrira et les libérera. Le seul problème, c'est qu'il ne leur reste que 2 heures à vivre. Un gaz neurotoxique mortel circule déjà dans le bâtiment, et ils le respirent depuis leur arrivée. Le seul moyen pour chacun d'entre eux de survivre est de trouver l'antidote.
Plusieurs seringues avec le remède sont cachées dans la maison, dont une dans le coffre-fort juste devant eux. Pour pouvoir l'ouvrir, ils devront trouver la combinaison, et Jigsaw leur donne 2 indices. Les chiffres sont tout au fond de leur mémoire, et l'indice indiquant leur ordre se trouve juste au-delà de l'arc-en-ciel. De plus, chacun d'entre eux a quelque chose en commun qui peut les aider à mieux comprendre pourquoi ils ont été choisis. Et Jigsaw leur dit de tout observer attentivement, parce que pour cet indice, c'est un X qui marque l'endroit. En saisissant un morceau de papier dans un tas de décombres, cet ex-taular Xavier découvre une petite clé accompagnée d'une note qui dit clairement « N'essayez pas de l'utiliser sur la porte ». Amanda l'avertit d'écouter ce que dit le message, mais il est décidé à essayer quand même. Ce type, Gus, décide de regarder par le trou. Dès que Xavier tourne la clé, il active accidentellement un piège avec un revolver qui tire directement dans l'œil de Gus, le tuant sur le coup. Ça fait 2 victimes, et il en reste 8. Alors que tout le monde commence à paniquer, Jonas attrape Amanda et lui demande de leur dire ce qu'elle sait. Et c'est justement à ce moment-là qu'elle révèle qu'ils ont tous été capturés par Jigsaw. Elle le sait parce qu'elle a déjà survécu à un de ces jeux, et elle dit qu'ils peuvent tous s'en sortir, tant qu'ils restent prudents et qu'ils respectent scrupuleusement les règles. Ok, ces gens doivent agir vite. C'est une idée effrayante, mais si Jigsaw vous enfermait dans une escape room aux conséquences mortelles, pensez-vous que vous y survivriez ? Ces candidats ont tous été empoisonnés et il ne leur reste que 2 heures à vivre. Ils doivent trouver un moyen de s'échapper ou mettre rapidement la main sur l'antidote avant qu'il ne soit trop tard. Comme il n'y a qu'une seule dose du remède ici et qu'il est enfermé dans ce coffre, leur priorité est de sortir. La seule porte est faite d'acier et semble inviolable. Alors pendant que certains d'entre eux chercheront une clé ou une combinaison, les autres doivent chercher les points faibles de l'endroit, comme les fenêtres ou les sections minces des murs. Bien que la porte soit trop difficile à franchir par la force, ils peuvent essayer de créer leur propre sortie à l'aide d'outils improvisés qu'ils trouveront, ce qui leur permettra de pénétrer dans le reste de la maison et leur offrira d'autres possibilités de s'échapper. La route sera encore longue. Mais s'ils prennent leur temps et respectent les règles, ils auront peut-être une chance de survivre. Amanda semble savoir ce qui se passe mieux que quiconque ici. C'est pourquoi si c'était moi, je ferais équipe avec elle et j'écouterais attentivement ses conseils. Elle dit que la chose la plus importante est de jouer le jeu et de suivre les règles. Et c'est exactement ce que les autres devraient faire. N'oubliez pas que les indices de Jigsaw ont presque toujours un élément littéral. Le premier indice qu'il a donné est que les numéros de combinaison du coffre se trouvent au fond de leur mémoire. Aussi dégoûtant que ça puisse paraître, il devrait profiter de la mort de l'homme pour vérifier s'il l'entendait au sens propre. Le deuxième indice était que l'ordre des chiffres est caché au-delà de l'arc-en-ciel. Bien qu'il soit difficile de comprendre exactement ce qu'il veut dire par là, la bonne nouvelle, c'est que puisqu'ils sont coincés dans cette pièce, ils ont une zone très limitée pour travailler. La réponse doit être là quelque part. Ils devraient donc travailler ensemble pour fouiller l'endroit de fond en comble à la recherche de tout ce qui ressemble à un arc-en-ciel. Avec un peu de chance, ils finiront par trouver quelque chose qui les aidera à démêler la situation. Ils n'ont pas eu beaucoup de chance jusqu'à présent, mais s'il y a une chose qu'ils ont pour eux, c'est qu'ils sont piégés dans une pièce qui a des fenêtres. Les renforts qu'ils contiennent semblent solides, mais pas impossibles à franchir. Du coup, pendant qu'ils chercheront un moyen de sortir, une partie d'entre eux devrait s'attaquer aux fenêtres pour voir s'ils peuvent progresser. Même s'ils ne parviennent pas à créer un trou assez grand pour qu'une personne puisse passer à travers, ils pourront peut-être exposer une partie de la vitre et utiliser une des briques qui traînent pour la casser et créer ainsi une sorte de ventilation. En faisant circuler l'air, ça pourrait au moins diluer la teneur en gaz et les aider à vivre quelques minutes de plus. De retour à l'usine, Eric retourne voir John pour obtenir plus d'informations. Et l'homme explique que tout ce qu'il veut, c'est que le détective lui accorde un peu de temps. Il veut lui parler en privé et lui promet que s'il accepte, il reverra son fils. Au lieu de ça, l'inspecteur menace de lui arracher des réponses par la force. Et c'est alors que John révèle qu'on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale, et qu'Eric ne pourra rien lui faire qui puisse le faire souffrir plus qu'il ne souffre déjà. Eric et les autres officiers discutent de leurs options. Et bien que le chef de l'équipe du SWAT pense qu'il devrait adopter une approche façon vieille école, Allison le convainc finalement d'au moins essayer de parler à John, ne serait-ce que pour leur faire gagner un peu plus de temps. De leur côté, les otages commencent à détruire la pièce à la recherche d'antidotes, de seringues ou d'indices. Quand tout à coup, la porte de la pièce s'ouvre en grinçant et ils réalisent qu'elle était contrôlée par une minuterie depuis le début. Prenant un manche à balai, Xavier ouvre prudemment la porte en grand, avant de prendre la clé et de sortir dans le couloir. Après avoir trouvé une batte de baseball hérissée de pointe, il annonce aux autres qu'il va prendre les choses en main pour trouver un antidote et un moyen de sortir d'ici. Dans l'entrée de la maison, il trouve une porte avec la marque sortie. Xavier se met sur le côté et essaie doucement la clé, mais elle ne rentre pas. Alors il la jette par terre de frustration. Et Jonas décide de la ramasser. Pendant ce temps, Eric demande aux autres de quitter la pièce et s'assoit avec John pour parler. Et c'est alors qu'il révèle qu'il veut jouer à un jeu. La seule règle est qu'Eric doit rester et écouter ce que John a à lui dire.
S'il réussit, il retrouvera son fils sain et sauf. De retour à la maison, Xavier tente de forcer la porte en bois avec sa batte, mais il découvre que l'autre côté est renforcé par un lourd volet métallique. Sous la pression de la situation, le groupe commence à se retourner les uns contre les autres. Mais Jonas parvient à les calmer en mentionnant que la cassette disait qu'ils avaient tous quelque chose en commun. Et il dit qu'ils devraient essayer de trouver ce que c'est. Avant qu'il ne puisse terminer son raisonnement, cette fille, Laura, trouve une porte non verrouillée qui mène au sous-sol, et il décide d'y jeter un coup d'œil. Xavier les conduit à l'intérieur en premier, et tous les autres le suivent de près. Il voit ce qui semble être une personne portant une cagoule, affalée dans une chaise roulante et faisant face à un coin de la pièce. Xavier lève sa batte, prêt à en découdre, mais quand Jonas tire la tête, ils se rendent compte que la personne est déjà morte, et qu'un couteau retient un papier avec la mention Obi sur sa poitrine. À ce moment-là, un des otages qui n'a pas encore parlé dit que la note doit être pour lui. À l'intérieur, il trouve une autre cassette, et quand il l'allume, Jigsaw dit à Obi qu'il veut jouer à un jeu. Selon le tueur, il y a 2 seringues d'antidote dans le four géant au centre de la pièce. C'est alors que Jigsaw révèle qu'Obi l'a aidé à kidnapper les autres. Il dit que la première seringue est un cadeau pour son travail, et que c'est à lui de décider qui aura la seconde. Le seul hic, c'est que l'une d'entre elles aura un prix. Il ajoute un dernier indice. Une fois en enfer, seul le diable pourra vous aider à vous en sortir. Tout à coup, Laura a un flashback et se souvient que c'est bien Obi qui l'a assommé et l'a amené ici. Obi prétend qu'il n'avait pas le choix, mais les autres sont furieux contre lui pour ce qu'il a fait. Xavier ici prend le couteau sur le cadavre et ordonne à Obi d'aller chercher les seringues dans le four. Sinon, il le tuera sur place. Acculé, il accepte d'essayer à condition de garder une des seringues pour lui s'il survit. Rampant la tête la première dans le four, Obi aperçoit les 2 seringues qui pendent de l'autre côté, et il tend la main, tirant la première vers le bas en toute sécurité. Après s'être retourné pour avoir un meilleur angle, il tire sur la 2e seringue, mais c'est alors que la porte du four se referme, le piégeant à l'intérieur. Tout à coup, l'intérieur s'enflamme et Obi se retrouve à quelques secondes de mourir brûlé vif. Les autres tentent d'ouvrir la porte, tandis qu'Obi essaie désespérément de sortir par une petite fenêtre à l'autre bout. Mais elle est verrouillée et la poignée est trop chaude pour qu'on puisse l'attraper avec suffisamment de force. Quand il lève les yeux, il aperçoit une petite valve avec un dessin du diable pointant vers elle, et le mot « twist ». Comprenez, tourner. Mais le feu est déjà trop fort pour qu'il puisse l'atteindre. Jonas tente d'utiliser sa veste pour ouvrir la porte, mais en vain, ce qui ne laisse à Obi que la petite fenêtre comme seule chance de s'échapper. Xavier s'empare de la batte à pointe et parvient enfin à casser la vitre, mais il est trop tard. Quant à Obi, il réussit à faire la moitié du chemin avant de mourir brûlé vif, à quelques centimètres seulement de la sécurité. Et les seringues fondent dans le feu en même temps que lui. Ça fait 3 victimes et il en reste 7. Tandis que les autres commencent à vraiment paniquer, Amanda, elle, prend calmement une pelle et remonte à l'étage sans dire un mot. Ok, Obi vient de se faire griller et il n'est pas le seul à avoir chaud. À présent, ils devraient tous savoir que chaque puzzle de Jigsaw cache une sorte de rebondissement mortel. Avant d'essayer de trouver une solution, le plus important, c'est donc de bien réfléchir au défi au lieu de se jeter directement dans le piège de la mort. Obi aurait dû commencer par regarder attentivement autour et à l'intérieur de l'appareil. S'il avait pris 1 minute pour réfléchir à ce dans quoi il s'engageait, il aurait peut-être compris qu'il s'agissait d'une sorte de four crématoire. Logiquement, il faut du gaz pour allumer une flamme. La première chose à faire aurait donc été de trouver un moyen d'éteindre le gaz depuis l'extérieur. En prenant le temps de jeter un coup d'œil à l'intérieur, Obi aurait remarqué les seringues qui pendaient à l'autre bout, ce qui signifiait qu'il devait être complètement à l'intérieur pour les atteindre. Il aurait aussi vu la valve qui disait de la tourner, la petite fenêtre de l'autre côté, et peut-être tout ce qu'il y a de suspect au niveau de la porte par laquelle il devait ramper. Après avoir bien vérifié l'appareil, il aurait été temps de passer à l'action. Pour commencer, j'aurais cassé la vitre pour voir si je pouvais passer à travers et attraper les seringues depuis l'autre côté sans avoir à mettre tout mon corps à l'intérieur du piège. Ou éventuellement utiliser ce que je pourrais trouver dans la pièce pour créer un outil improvisé dans le but de pouvoir retirer les seringues de cette façon. Si ça ne fonctionnait pas et qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'entrer, alors il aurait pu écouter l'allusion de Jigsaw « Seul le diable peut vous aider » et essayer de tourner la valve avant d'attraper les seringues, ce qui avec un peu de chance aurait coupé le gaz et l'aurait empêché d'être brûlé vif. Par ailleurs, il aurait été judicieux de trouver quelque chose dans la pièce qu'il aurait pu utiliser pour empêcher la porte de se refermer et de demander aux autres de faire de leur mieux pour la maintenir ouverte, pour un peu plus d'assurance. À la toute fin, alors qu'il savait qu'il ne sortirait pas, il aurait pu au moins faire passer les 2 seringues, ce qui aurait sauvé 2 vies et lui aurait donné la chance de mourir en héros. Au lieu de ça, il a paniqué et les a laissés fondre. Alors peut-être que c'est ce qu'il méritait après tout. De retour à l'usine, John explique que la découverte de sa maladie a été le moment où il a vraiment commencé à apprécier d'être en vie.
Il a essayé d'écraser sa voiture pour mettre fin à ses souffrances, mais il a fini par survivre à l'accident. À partir de ce moment-là, il a décidé de tester les autres pour leur enseigner la valeur de la vie. Pendant ce temps, Laura commence à s'évanouir à mesure que l'emprise des agents neurotoxiques sur elle se renforce. Daniel fait de son mieux pour la maintenir éveillée et lui dit de se battre, tandis qu'Amanda cherche des indices dans la pièce. Daniel lui demande pourquoi elle a été choisie la première fois, et elle explique que c'est parce qu'elle était accro aux substances illicites. Bien qu'elle ait réussi à survivre, elle est rapidement retombée dans ses mauvaises habitudes, et Jigsaw a dû décider qu'elle n'avait pas vraiment retenu la leçon. Ensuite, elle raconte qu'elle a été arrêtée pour possession de drogue, et elle insinue que le policier qui l'a arrêtée a falsifié les preuves pour obtenir une condamnation. Essayant d'établir un lien, Daniel avoue presque que son père est détective. Mais il réalise que ça pourrait le mettre en danger si les autres découvraient qui il est, et il se rattrape avant d'en révéler trop. Juste à ce moment-là, Jonas arrive et leur dit qu'ils ont trouvé une porte non verrouillée à l'étage. En forçant la porte, Xavier déclenche accidentellement un fil qui active un nouveau compte à rebours digital intégré dans une lourde porte métallique. Les autres le suivent à l'intérieur. Pendant qu'ils cherchent, Jonas trouve un mot avec le nom de Xavier dessus. En écoutant la cassette, ils entendent Jigsaw expliquer que la clé de la porte est reliée à une seringue, elle-même cachée au milieu d'un puits de seringue usagé au centre de la pièce, et que s'ils ne la trouvent pas avant la fin de la minuterie, la porte sera verrouillée à tout jamais. Alors qu'il ne reste que 2 minutes, Xavier panique, attrape Amanda et la jette dans la fosse en lui criant de trouver la clé. Hurlant de douleur, elle fouille désespérément dans le tas tandis que les aiguilles se plantent dans tout son corps. Elle finit par trouver la clé et la lance à Xavier. Mais au moment où il s'apprête à mettre la clé dans la serrure, la minuterie s'arrête et la serrure se referme. Xavier quitte la pièce en claquant la porte, disant qu'il n'a plus besoin de travailler avec le groupe et qu'il va trouver un moyen de s'en sortir lui-même. Ok, ce gars Xavier vient de se révéler le plus dangereux du groupe, et je pense qu'il est peut-être temps de l'éliminer de l'île avec la sentence irrévocable, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que si quelqu'un doit utiliser des gens comme bouclier, c'est bien moi. Dès le début, il a gâché leur chance en se précipitant dans la pièce, sans observer attentivement son environnement. S'il avait levé les yeux, il aurait vu que la porte était munie d'un fil. À partir de là, la prochaine chose à faire aurait été de voir s'il aurait pu tendre la main et désactiver le piège, ou envoyer un des plus petits membres du groupe comme Daniel ou Laura à l'intérieur pour essayer de dévisser le petit crochet qui tient tout ça ensemble, sans déclencher le fil et activer le compte à rebours de la serrure de l'autre porte. S'ils avaient pu entrer sans déclencher le décompte, ils auraient alors eu tout le temps nécessaire pour trouver une solution prudente afin de trouver la clé. Comme personne ne voudra aller nager dans une fosse pleine d'aiguilles sans se protéger, ils auraient pu utiliser les couettes de lit épaisses qui recouvraient le trou pour entourer les jambes et les bras d'une personne, puis la faire descendre lentement pour éviter qu'elle ne se fasse piquer par les aiguilles. Il y avait également quelques meubles et cette vieille poussette effrayante dans la pièce qu'ils auraient pu utiliser comme outil pour creuser en toute sécurité. Une fois que le compte à rebours a commencé, avec autant d'aiguilles à fouiller et si peu de temps pour le faire, il n'y avait de toute façon aucune chance qu'ils trouvent la clé à temps. Ça ne signifie pas pour autant qu'ils ne pouvaient pas essayer de créer leur propre porte. Même si la sortie est verrouillée, ils devraient utiliser tous les outils dont ils disposent, comme la batte à pointe, la pelle du sous-sol et tout ce qu'ils peuvent trouver pour attaquer les murs, les fenêtres, les planchers et même le plafond. Bref, tout ce qui pourrait être suffisamment fragile pour qu'ils puissent le percer et créer leur propre chemin pour aller de l'avant. Pendant ce temps, les inspecteurs commencent à s'inquiéter du manque de temps et tentent de trouver un plan pour la suite. C'est alors qu'Allison suggère de menacer de détruire les preuves du travail de John, lui ôtant ainsi la notoriété et la chance de vivre à travers son héritage qu'il semble rechercher. Revenant vers John, Eric commence à déchirer les preuves devant lui. Mais John lui dit que ça n'a pas d'importance, parce que ça ne sauvera pas son fils. À ce moment-là, John révèle qu'il a encore un tour dans son sac. Il demande au détective de fouiller un des tiroirs de la salle de surveillance pour aller voir de quoi il parle. À l'intérieur, les détectives trouvent un dossier rempli des fichiers d'arrestation de chacun des otages de la maison, révélant qu'Eric était l'officier chargé de l'arrestation dans chacun de ces cas, et qu'il a placé de fausses preuves pour les faire condamner. Maintenant, il est encore plus important pour lui d'agir vite, parce que si les autres découvraient que Daniel est son fils, ils pourraient le tuer avant même que le gaz neurotoxique n'ait une chance d'agir. Xavier retourne dans la première pièce où se trouve le coffre-fort, et il déplace accidentellement le manteau qu'ils utilisaient pour dissimuler le corps de Gus. C'est alors qu'il se souvient que, selon Jigsaw, la combinaison se trouve au fond de leur mémoire, et qu'il abaisse le col de l'homme, révélant le chiffre 2. Jonas entre dans la pièce, commence à vomir du sang et dit à Xavier qu'ils devraient travailler ensemble. Mais Xavier dit qu'il va en finir tout seul. Il se lève, sort un couteau et ordonne à Jonas de se retourner. Jonas décide alors qu'il est temps de se battre, et dans la lutte, ils tombent tous les deux au sol. Jonas donne un violent coup de pied au visage de Xavier. Mais bien qu'il parvienne à prendre le dessus, l'agent neurotoxique commence à vraiment faire effet. Xavier se précipite sur la batte à pointe et la balance à l'arrière du crâne de Jonas, qui titube et s'effondre sur le sol,
mort. Ça fait 4 victimes et il en reste 6 à abattre. Xavier trouve le nombre 16 tatoué sur la nuque de Jonas. Alors que les autres continuent à fouiller la maison, Laura s'effondre à cause de l'exposition au gaz. Mais de sa position sur le sol, elle remarque un cadre accroché au mur avec un verre brisé en forme de X. Et elle dit que ça doit être le fameux X qui marque l'indice qui les relie. En retournant le cadre, Addison découvre une photo cachée d'Eric et Daniel ensemble. Et elle réalise que le père du garçon est l'officier qui les a tous condamnés. À ce moment-là, Laura commence à convulser violemment. Et elle meurt dans les bras d'Amanda. Ça fait 5 victimes et il en reste 5. Ne pouvant plus faire confiance à personne, Addison décide de partir seule, laissant Daniel et Amanda seuls dans le couloir. C'est alors qu'ils entendent Xavier les chercher partout dans la maison. Xavier descend au sous-sol et trouve le nombre 11 écrit sur Obi. Amanda retourne dans la pièce du coffre-fort et découvre le cadavre de Jonas. Et elle réalise que Xavier doit être son assassin. À l'étage, il trouve ensuite le corps de Laura, dont le numéro est cette fois le 8. Puis il découvre la photo de Daniel et son père. Alors qu'Amanda s'empare du garçon et qu'il tente de s'enfuir, il manque de tomber sur Xavier et court pour sauver leur vie alors qu'il les poursuit avec un couteau. Ne pouvant plus supporter de regarder son fils en danger, Eric prend son arme et attaque John. Il le projette à travers la pièce en exigeant de savoir ce qu'il a fait de son fils. John se contente de le narguer en lui disant que son fils ne tardera pas à mourir. Eric brise alors un des doigts de l'homme avant de le plaquer au sol et de le menacer de l'abattre s'il ne cède pas. Finalement, John accepte de l'emmener jusqu'à la maison, à la seule condition que personne d'autre ne soit autorisé à les suivre. Avant que les autres n'aient eu le temps de s'en apercevoir, Eric fait monter John dans une camionnette et se dirige à toute allure vers la maison. Les officiers captent le signal de la source de la caméra et l'équipe du SWAT se précipite sur les lieux. Addison entre dans une pièce non verrouillée où elle trouve une seringue d'antidote placée à l'intérieur d'une boîte en plexi, au-dessus de sa tête. Il y a une autre enveloppe avec une cassette, mais elle les jette et enfonce immédiatement son bras dans la boîte. Elle saisit la seringue et tente de la soulever, mais ne parvient qu'à l'ouvrir. Et en enfonçant son autre bras dans la boîte, elle se rend compte que les trous étaient recouverts de lames tranchantes et anguleuses, la laissant piégée sans aucun moyen de s'échapper. Xavier l'entend appeler à l'aide, mais au lieu d'essayer de la libérer, il se contente de regarder le chiffre 9 sur sa nuque avant de la laisser mourir seule. Ça fait 6 victimes, et il en reste 4. Ok, cette fois-ci c'était juste embarrassant je trouve. Addison n'a même pas essayé d'écouter la cassette. Et s'il y a une chose qu'elle aurait dû apprendre depuis le temps, c'est qu'il faut toujours écouter la cassette avant de jouer. Je comprends qu'elle soit pressée, mais franchement, combien de temps aurait-il fallu pour retourner chercher Jonas et le magnétophone ? De cette façon, elle aurait au moins eu une idée de ce qui l'attendait. Comme dans tous ces tests, il faut d'abord observer attentivement le piège. Et dans ce cas, il faut juste réfléchir un peu, littéralement. Avant de mettre les mains dedans, elle aurait dû essayer de casser la boîte par tous les moyens. Soit en faisant éclater la vitre, soit en faisant sortir la vitre entière du cadre, s'il s'avérait qu'elle était incassable. Il semblerait qu'il y ait beaucoup de morceaux de bois épais ici, dans le coin de la pièce, qui auraient été parfaits pour frapper. Si ça ne fonctionne pas, elle aurait aussi pu prendre une de ses planches et l'enfoncer dans le trou en premier, ouvrant ainsi le piège et lui permettant de glisser sa main à l'intérieur pour attraper la seringue sans se faire lacérer les poignets. Alors qu'Amanda et Daniel se mettent à l'abri dans la chambre au coffre-fort, Xavier arrive et commence à essayer de se frayer un chemin à l'intérieur, tandis que Daniel le retient. Amanda saisit la batte à pointe et la frappe contre les planches du sol, l'utilisant comme une barre pour bloquer la porte. En se retournant vers le coffre-fort, elle se rend compte, grâce à la mare de sang de Jonas, qu'il y a une trappe cachée en dessous du coffre, et elle appelle Daniel pour qu'il l'aide à la dégager. Une fois qu'ils ont réussi à déplacer le coffre, ils finissent par s'apercevoir que la trappe est verrouillée. Mais c'est alors que Daniel se souvient que Jonas devrait encore avoir la clé du début dans sa poche. Heureusement, ça fonctionne, et il se glisse par la trappe, juste au moment où Xavier entre enfin. Eric arrive devant le bâtiment, et John lui donne une clé en lui disant qu'il en aura besoin pour entrer. En fouillant la maison, il trouve la photo de Daniel et lui. Pendant qu'il balaie l'étage supérieur, le SWAT entre par la porte d'entrée. Mais Allison fait remarquer qu'elle ne voit aucun d'entre eux sur les caméras. C'est alors qu'il découvre une pièce remplie d'écrans. Et il réalise que non seulement les caméras n'ont jamais été allumées, mais que Jigsaw a conduit l'équipe du SWAT dans une toute autre maison. Courant maintenant pour sauver leur vie, Amanda et Daniel finissent par entrer directement dans la salle de bain où Jigsaw a joué sa toute première partie, avec la scie à métaux ensanglantée qui gît encore sur le sol. Xavier les rattrape enfin et trouve Daniel évanoui et Amanda qui n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux. Il leur dit que tout ce qu'il veut, c'est le numéro qu'ils ont sur la nuque. Mais elle lui fait remarquer qu'il ne connaît toujours pas le sien et qu'il ne pourra pas l'obtenir si elle ne le lui dit pas. Xavier essaie de se regarder dans un miroir tout proche, mais il est trop sale. Il se rend compte alors qu'il n'a plus qu'un seul choix. Il tranche le morceau de peau de sa nuque et se dirige vers les autres pour enfin finir le travail.
Mais Daniel se lève tout à coup et lui tranche la gorge avec la scie à métaux. Ça fait 7 victimes et il n'y en a plus que 3 à abattre. En suivant leur piste, Eric arrive dans la salle de bain et trouve le cadavre de Xavier. Mais Amanda et son fils ne sont pas en vue. C'est alors qu'il voit ce qui ressemble à un corps allongé dans une baignoire. Mais quand il se penche pour vérifier, une personne masquée bondit vers lui et lui plante une seringue dans la jambe. De retour à l'entrepôt, la minuterie de la mort se termine et un coffre-fort situé de l'autre côté de la pièce s'ouvre, révélant Daniel piégé à l'intérieur mais toujours en vie. Si Eric avait écouté John, il aurait retrouvé son fils sain et sauf. Mais il est sur le point de devenir la première victime du prochain jeu de Jigsaw. Ok, Jigsaw s'est joué de ce type comme d'un débutant. Pendant tout ce temps, il pensait que c'était lui qui contrôlait la situation. Mais je pense qu'on peut dire maintenant que tu as merdé Eric. On dit qu'on récolte ce qu'on sème, et tu es sur le point de l'apprendre à tes dépens. C'est même pas Jigsaw qui a déclenché ta spirale infernale, bien qu'il semble qu'il soit sur le point de la terminer. La vérité, c'est que la seule personne à blâmer pour la situation dans laquelle tu te trouves actuellement, c'est toi-même. Tu pensais peut-être pouvoir t'en tirer en falsifiant des preuves pour obtenir des condamnations, mais un badge ne peut pas te protéger éternellement du karma. Les règles étaient simples, il suffisait d'écouter ce que Jigsaw avait à dire, et tu aurais retrouvé ton fils sain et sauf comme il te l'avait promis. Au lieu de ça, tu as laissé ta tête brûlée prendre le dessus une fois de plus, et bien sûr, tu as fini par tomber dans son piège. Je suppose que c'est ce qu'on obtient en enfermant autant d'innocents. Et maintenant, c'est à ton tour de découvrir ce que c'est que d'être de l'autre côté des barreaux. Si Daniel n'était pas déjà assez déçu par toi, il va certainement l'être maintenant. Parce que si c'est comme ça que tu comptais essayer de le sauver, alors il n'aurait jamais eu aucune chance. Pourtant, tout ce que tu avais à faire était de passer 2 heures sans frapper un vieillard. Et tu as quand même réussi à tout gâcher. En bref, Eric, tu as merdé. Eric se réveille sur le sol de la salle de bain et trouve un lecteur de cassettes sur le sol. Il entend la voix d'Amanda qui lui parle et lui dit qu'elle veut se venger de la façon dont il a ruiné sa vie. Après avoir survécu au jeu de Jigsaw la première fois, elle a décidé de le prendre comme nouveau mentor et elle a promis de poursuivre son héritage après sa mort. Ensuite, elle laisse Eric seul dans l'obscurité alors que John se met à sourire sur son siège dans le van. Ça fait 8 victimes, un survivant et un nouveau Jigsaw en liberté. Et maintenant, le vrai jeu d'Eric peut enfin commencer. Mais que feriez-vous si vous découvriez que Jigsaw a capturé votre fils et l'a jeté dans un autre de ses jeux mortels? Écouteriez-vous Jigsaw et suivriez-vous les règles dans l'espoir de revoir votre fils? Ou prendriez-vous les choses en main comme le détective? Si Jigsaw avait mon fils, je saurais ce que je ferais. Mais vous savez, j'ai un peu envie de le revoir quand même. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée!